clôture. L'écologue a dit bah non, c'était pas conforme, qu'il y a une partie des clôtures qui étaient abîmées, et donc potentiellement, vous pouvez avoir des espèces qui pouvaient rentrer sur la phase chantier et du coup avoir destruction. On le voit, et tout ça, c'est étayé après par des photos. Et les photos, on voit bien que la clôture est totalement HS avec un terre. Donc là, l'objectif, c'est de remplacer au plus vite cette clôture. Là, on vous a mis quelques exemples de suivi écologique en phase de chantier. Pierre, tu complèteras si j'en oublie, mais globalement, on va partir pour le bar, donc les arbres murales, qui est une espèce protégée. Là, l'idée, c'est tout simplement que c'est dans le cadre d'une STEP de mémoire, et on avait une phase travaux qui avait été engagée pendant une phase hivernale. Il y avait comme vous voyez sur la photo, il y a des gravats et donc potentiellement des espèces qui pouvaient hiverner dans ces gravats-là. Donc l'objectif, c'était finalement d'attendre qu'elles sortent de leur sommeil. On avait mis en place une rubalise tout autour pour protéger ces secteurs-là. Et une fois que sortie de la phase générale, comme plutôt content, il y a l'écologue qui est venu, qui a fait des fouilles, en fait, qui a retiré les gravats pour identifier les espèces qui étaient présentes. Et donc là, par exemple, il y avait des lézards de muraille qui étaient dans ces gravats-là. Donc on peut relâcher un peu plus loin et ça a permis ensuite de continuer les travaux qui étaient engagés sur la zone. Sur la deuxième grenouille rieuse, là, on était sur un parc urbain tout en cours de mise en œuvre. Il y a des dépôts de BRF qui avaient été installés en attendant d'être un petit peu dépendus à droite à gauche. Et avant de faire venir un petit peu le tout pour dégager ces dépôts et les poser à droite à gauche, il y a l'écologue pareil qui est arrivé, qui a regardé un petit peu ce qu'il y avait en termes d'espèces. Et donc là, il y avait une grenouille rieuse aussi qui était présente. Et donc pareil, l'objectif, grenouille rieuse, il y a 93% des amphibiens qui sont protégés en France. Donc voilà, dès lors qu'il y a un amphibien, c'est pas bon. Donc voilà, une grenouille rieuse qui a été relâchée également un peu plus loin. Et le dernier, c'était pour le crapaud calamite. Pierre, je te laisse la main sur celui-là pour l'expliquer plus en détail, Oui. peut-être. Alors, donc là, c'était un petit peu plus complexe par rapport à ce que vous a montré Sébastien sur le rapport de suivi. Donc, il y avait un écologue qui était sur le chantier. Sur les trois, vous avez bien compris que c'était un maître d'ouvrage qui, du coup, s'attachait au service d'écologue en phase chantier, qui avait bien précisé qu'il y avait des problèmes au niveau donc des clôtures, avec possibilité d'entrée d'espèces, qu'il y avait de la présence d'ornières sur le chantier et que, au niveau météo, il y a potentiellement de la pluie qui pouvait arriver. Donc, ce qu'il conseille à chaque fois, c'est de boucher les ornières, refaire les clôtures pour éviter que les espèces, donc du coup notamment protégées, viennent sur le site. Ce qui s'est passé, enfin voilà, la météo avait vu juste, donc il a plu. Et là, on a une espèce qui est assez opportuniste dès qu'il pleut, c'est le crapaud calamite, qui dès qu'il y a un petit trou d'eau, une ornière, ce genre de choses, vient pondre. Donc c'est ce que vous voyez là, les pontes, le sort de filet, là, la deuxième photo en haut à droite. Donc ça, c'est la ponte. Et donc, ça, ils ont pondu là, à proximité d'un poteau qui était installé sur le site. Ce qui s'est passé ensuite, étant donné qu'on est sur une espèce protégée, il a fallu attendre l'éclosion des œufs pour que les têtards soient suffisamment matures, pour ensuite que l'écologue intervienne sur site, récupère l'ensemble des têtards, il y en avait à peu près 200, 300 je crois, et les rejette dans le milieu, donc à proximité, c'était un ruisseau qui avait à proximité du site. Par rapport à ça, étant donné qu'on est sur l'ensemble des sujets, sur des espèces protégées, il y a eu un échange de l'écologue et du maître d'ouvrage avec l'Adréal, qui a réagi très très vite. Pour le coup, ça s'est fait très rapidement et simplement, où là, il y a eu un CERFA de fait pour ce cas du crapaud calamite, pour bien identifier la zone de relâchement, comment l'écologue allait procéder pour prendre les têtards, ce genre de choses. Donc, en fait, ça peut vous paraître peut-être l'ensemble de ces éléments un peu, on va dire, anecdotiques, mais en termes de contentieux, si jamais aussi il y a une association ou autre ou un particulier qui vous attaque, notamment sur le sujet préservation de la nature et espèces protégées, au moins là, si vous faites ce genre de choses, vous êtes totalement couvert par rapport à tout risque de contentieux, et en plus, vous préservez la biodiversité, ce qui est quand même voilà, un vrai plus sur vos chantiers, et par rapport à ça aussi, notamment par rapport aux agents de vos collectivités, aux salariés qui travaillent sur les chantiers, c'est finalement enfin, voilà, des choses qui sont assez positives, et on nous fait remonter que, alors certes, ça peut paraître anecdotique, mais les gens sont toujours contents quand même d'avoir sauvé 2-3 espèces sur le site. Et là, du coup, on voit bien le rôle important de l'écologue tout au long de la page chantier qui a du coup permis de mettre en évidence ces problématiques-là et du coup d'assurer la protection des espèces.
En termes de compétences, de durée, de coût, alors c'est vraiment estimatif, hein, voilà, ça peut varier, mais globalement, donc, on est un bureau naturaliste avec un économique qui est spécialisé dans le suivi de chantier. L'objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est qu'il participe aux réunions, donc de lancement, mais également d'accompagnement pour assurer un suivi qui puisse aussi intervenir sur, comme on l'a vu tout à l'heure, sur tout ce qui est intervention de capture, de sauvetage des espèces. Voilà, et qui assure le suivi ensuite tout au long du chantier de la bonne application des mesures. Et donc, il y a les rédactions des comptes rendus pour chaque visite. Globalement, c'est un écologue, c'est 300 à 400 € par réunion, et c'est pour une visite sur site, c'est 300 à 400 € aussi pour la demi-journée. En termes de durée, là aussi, ça reste très approximatif, ça va vraiment dépendre des projets, de l'organisation, etc. Mais en gros, on a un passage tous les 15 jours lors des phases les plus critiques, comme je te disais tout à l'heure, c'est le débroussaillage, terrassement, abattage d'arbres, etc. Et ensuite, on peut avoir un passage par mois sur l'ensemble de la durée du chantier pour un suivi, justement, le suivi de contrôle des bonnes applications des mesures. Suivi des mesures en phase d'exploitation. Ça, c'est toi, Pierre. Alors, du coup, une fois qu'on a le chantier réalisé, de fait, vous avez votre projet d'aménagement, donc zone d'activité pour ce qui vous concerne, qui va du coup vivre, tout simplement, avec des entreprises qui vont s'installer, des bâtiments. Donc là, avec l'écologue, ce qu'on disait auparavant, vous avez potentiellement des mesures qui s'appliquent aussi à la phase d'exploitation de votre opération. Donc, l'écologue, là, va pouvoir faire un suivi sur site de l'implantation des différentes espèces. Si par exemple vous aviez prévu d'implanter des nichoirs, imaginons l'écologue dit il pourrait y avoir, je sais pas, des mésanges, enfin que sais-je, comme oiseaux qui peuvent s'installer. Et là, c'est de voir si un, ils s'installent bien, et deux, si on a vraiment les bonnes espèces, enfin qu'on avait prévu qu'ils s'installent, puisqu'un nichoir, on l'adapte en fonction des espèces qui sont sur site. Et parfois, nous humains, on ne propose pas forcément les bonnes choses pour les espèces qui sont présentes sur site. Donc c'est important d'avoir un suivi écologique avec des protocoles scientifiques qui sont bien prédéfinis dans le rapport, et ça c'est très important, puisque si on n'a pas des protocoles prédéfinis, le suivi il est beaucoup plus chaotique, on ne peut pas forcément suivre avec les bons critères, donc ça c'est très important. On a aussi l'écologue qui doit et peut intervenir sur tout ce qui est supervision ou réalisation des opérations d'entretien. C'est ce que vous voyez sur les photos là qu'il y a en dessous avec de l'entretien de nichoirs. Je crois que ça c'est le Héros Aménagement là, qui fait ça sur ces zones. Et pourquoi pas la rectification de certaines mesures, parce que voilà, comme je vous le disais, parfois on prévoit des choses, mais la nature fait des choses qui sont différentes, et donc il faut pouvoir s'adapter par rapport à ça. Et toujours, on le répète, c'est toujours mieux d'avoir une création d'association d'entreprise ou syndicat libre pour pouvoir gérer l'ensemble de ces éléments dans la durée, et pourquoi pas aussi mutualiser l'accompagnement de l'écologue sur l'ensemble des parcelles privées, donc mutualiser les coûts auprès des entreprises. Alors, Vous avez des questions sur les premières parties qu'on vient de voir, de me présenter? Alors, côté chat, je ne vois pas de questions remontées. Vous avez été d'une limpidité parfaite. est-ce que à l'oral, certaines personnes souhaitent s'exprimer s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou à compléter? Eh bien, pas forcément. On va continuer. On va enchaîner. Tout le monde est venu pour les mesures compensatoires, en fait, je pense. C'est ça. C'est ça. Ils doivent être exceptionnels, on le redit. Eh bien, on va enchaîner sur la partie des mesures compensatoires. Juste, Oui. Pierre, excuse-moi, il y a Maxime Fourcade qui patiente dans sa salle d'attente. J'ai essayé de faire son admission, mais j'ai l'impression que ça rame de mon côté. Peut-être que toi qui as créé. C'est la Ouais, même c'est moi, chose c'est pour moi. c'est moi qui ai créé le lien, je suis en train de l'accepter, ça rame aussi, donc je pense que ça va. Bon, ok. Ouais. Je pense qu'on a un petit souci. Alors, par contre, en termes d'affichage, mais c'est pas grave, on va le faire de tête. Du coup, sur les mesures compensatoires, donc
ce qu'on vous a bien dit, c'est que finalement, quand on met en place des mesures compensatoires sur une opération d'aménagement, une zone d'activité économique, c'est vraiment le dernier recours. Normalement, une bonne zone d'activité économique, il n'y a pas de mesures compensatoires, puisque vous mettez en place des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement. Et c'est vraiment un cas plus que particulier, et on ne vous conseille nullement d'arriver à ce stade de compensation. Maintenant, quand ça arrive, eh ben, on va essayer de vous expliquer de quoi on parle quand on parle de mesures compensatoires et surtout, que dit déjà la réglementation par rapport à ça. Donc là, je vais le faire de tête. Donc là, J'espère que tu le connais par cœur. ouais, il y a deux éléments. Du coup, voilà. Alors, ça va pas être facile là. Attendez, j'ai peut-être fermé la notification pour moi. C'est bon. Voilà. Alors, que dit la réglementation par rapport aux mesures compensatoires? Ça, on vous l'avait rappelé sur le webinaire 1, donc on va aller assez vite. Mais l'objectif de la loi, et notamment de la loi de 2016, et c'est par rapport à l'ensemble de ces mesures d'évitement, de réduction et de compensation, c'est que vous avez un impact sur la biodiversité. Et l'objectif, in fine, c'est qu'il n'y ait pas de perte de biodiversité. Et si jamais il y a des pertes, dans ce cas, il faut mettre en place des mesures de compensation, et auquel cas, il faut, du coup, grâce à ces mesures de compensation, apporter un gain de biodiversité qui soit à minima équivalent aux pertes, voire même, ce que dit la loi, c'est d'arriver à un gain net de biodiversité. Donc, ces mesures compensatoires apportent un plus en termes de biodiversité. Pourquoi un gain net? Parce que, comme on vous le disait précédemment, nous humains, on pense toujours faire bien, mais la nature peut parfois faire les choses différemment. Et donc, c'est toujours bien d'avoir une petite marge d'erreur ou supplémentaire, notamment sur les surfaces compensatoires ou le type de compensation que vous proposez, pour être le plus agile possible et que derrière, les espèces puissent s'installer. Voilà, donc ça c'est pour le rappel de la réglementation. Donc ça, on vous avait transmis des documents, n'hésitez pas à les reconsulter si vous souhaitez aller plus loin sur le côté réglementaire. Alors, à partir de quand finalement on doit déclencher des mesures compensatoires? On a repris que deux spécificités, on va dire, juridiques par rapport au code de l'environnement, hein. Il y en a d'autres sur ce qui est zone humide, notamment IPCE aussi. Du coup, là, on va s'attacher vraiment à deux cadres. Le cadre dérogation espèces protégées, donc là, c'est tout le code de l'environnement lié aux espèces protégées, et évaluation d'incidence Natura 2000, c'est dès lors que vous êtes à proximité ou que vous impactez de près ou de loin les espèces, notamment d'un site Natura 2000. Alors, à partir de quand on déclenche une compensation? Sur ces deux éléments, il y en a deux qui vont se retrouver. Il faut absolument que votre projet soit d'intérêt public majeur. Il faut prouver qu'il soit d'intérêt public majeur. On y reviendra juste après, mais aujourd'hui, il y a énormément de contentieux sur le sujet et c'est ce qui fait tomber pas mal d'opérations d'aménagement. Donc ça, il faut vraiment que vous le gardiez en tête. Donc il y a beaucoup de jurisprudence en cours sur ces sujets. On reviendra dessus. Il y a une deuxième condition, l'ensemble de ces conditions sont cumulatives, il faut le savoir. La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de solution alternative au projet. Il faut que vous prouviez que ce projet-là, il n'y avait pas d'autre solution pour notamment l'implanter sur ce secteur ou autre. Enfin voilà, c'était cette zone-là, ce projet-là qu'il fallait faire à cet endroit-là. Donc ça, il faut que vous apportiez la preuve qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et ensuite, et c'est là où ça diffère un peu entre les deux volets, donc la justification sera différente entre les deux si vous avez les deux cas. Dans le cas des dérogations espèces protégées, l'autre condition, c'est de maintenir dans un état de conservation favorable les populations d'espèces dans leur aire de répartition naturelle. Ce qui veut dire que les espèces que vous allez impacter et compenser, il faut connaître déjà leur aire de répartition naturelle, savoir du coup quel est son bon état écologique et à partir finalement de quel seuil on considère que cette population peut être atteinte dans la durée. Donc là, forcément, quand on dit ça, généralement, il faut des bureaux d'études naturalistes qui vous accompagnent sur cette question, c'est évident, des experts, voire même parfois des chercheurs sur certaines espèces, pour ne pas les citer, l'outarde capotière, le lézard osselet, on a quoi, le rôlier d'Europe, ce genre de choses. On a des chercheurs qui ont été missionnés dans le cadre de mesures compensatoires, justement pour définir ces éléments de répartition naturelle et de seuil d'impact par rapport à la population qui vit. Donc ça, c'est pour la partie espèces protégées. Et pour la partie incidence Natura 2000, il faut aussi, alors ça généralement c'est la DDT ou DDTM qui s'en charge,
c'est une fois que vous déposez votre dossier, c'est avoir un avis positif de la Commission européenne. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un dossier d'incidence Natura 2000, donc un impact sur un site Natura 2000, qui soit, je le répète, sur site ou à proximité du site, ce n'est pas parce que votre projet n'est pas dans un site Natura 2000 que vous ne pouvez pas avoir d'impact. Là, la DDT transmet l'ensemble de votre dossier mesures compensatoires du coup à la Commission européenne et attend un retour d'un avis dessus qui doit être positif. S'il n'est pas positif, là, ça peut poser beaucoup plus de problèmes. Et donc, du coup, on peut vous empêcher tout simplement de faire le projet. Voilà pour ces deux réglementations. On n'ira pas plus loin. Là, on est sur un webinaire voilà, on n'est pas sur une formation d'une journée. Donc, ça, n'hésitez pas à creuser les sujets. Ou après, il y a aussi d'autres formations qui sont beaucoup plus complètes là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, on va revenir sur les raisons impératives d'intérêt public majeur, donc qui, dans les deux cas, est une des conditions. Et finalement, c'est la première quasiment que le juge administratif aujourd'hui va regarder. Et par rapport à ça, il y a eu, et on les remercie, un très bon travail de la DREAL Occitanie qui a été effectué en 2020. Là, c'est une stagiaire, donc juriste, Morgane Massol, qui a fait finalement une analyse de l'ensemble de la jurisprudence sur ces raisons impératives d'intérêt public majeur à l'échelle nationale. Donc là, vous retrouverez tous les éléments de synthèse et de l'étude sur le site de la DREAL Occitanie. Tout est compilé. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que déjà, à partir du moment où vous êtes attaqué sur la partie espèces protégées, et notamment sur ce sujet-là des RIIPM, comme on l'appelle, 56% des décisions sont défavorables au projet. Ce qui veut dire que derrière, vous ne pouvez pas faire le projet. Donc ce taux est quand même, on approche les 60%, est assez important. C'est pour ça qu'on vous a mis la petite pièce en dessous. On est plus qu'à 50-50. Donc il y a un risque de contentieux qui est vraiment majeur dès lors que finalement vous vous lancez dans des mesures compensatoires. Plus le niveau d'instance est élevé et plus le taux de décision défavorable aussi augmente. Donc ça, il faut bien comprendre, si vous allez en appel ou au Conseil d'État, finalement, plus vous augmentez dans la juridiction administrative et plus le pourcentage de décision devient défavorable. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et aujourd'hui, l'annulation sur la partie espèces protégées comme Natura 2000 vient en majorité sur cette condition de RIIPM. Alors, ce qu'il faut savoir, ça, c'était en 2020. Mais maintenant, en 2022, et on voit un peu la jurisprudence qui évolue, les solutions alternatives de moindre impact commencent à être bien regardées par les juges administratifs. Et du coup, voilà, on regarde vraiment les deux conditions. Là où il y a encore 2 ans, on était plutôt sur un focus de raison d'intérêt public majeur. Et autre sujet qui ressort assez fortement finalement de cette analyse jurisprudentielle, c'est que les zones d'activité économique, donc ce qui vous concerne vraiment directement, concentre une plus forte proportion de décisions défavorables. Donc, en termes de nombre de décisions qui avaient été regardées, j'ai plus le chiffre en tête, mais on s'est rendu compte que, en tout cas, l'analyse qui avait été faite, c'est que les carriers et les zones d'activité économique, c'est les dossiers qui comportaient le plus de décisions défavorables. Donc, ça se trouve, le taux est même supérieur par rapport au taux moyen annoncé là dans l'étude. Donc voilà, après on ne veut pas vous faire peur à outrance, mais ça c'est bien avoir en tête que quand vous engagez des mesures compensatoires liées à une zone d'activité économique et un projet de zone d'activité économique, ce n'est pas neutre en termes de contentieux. S'il y a du contentieux, ça et notamment auprès de vos élus, je pense que c'est des messages qu'il faut vraiment faire remonter et passer. Donc voilà sur ce petit focus. Et alors du coup, on va avoir un peu plus de temps, donc je vais aller peut-être un peu plus lentement sur le sujet pour bien vous parler finalement. Quand on parle de mesures compensatoires, de quoi on parle exactement? Voilà, donc on va balayer les différents sujets. Bien entendu, dans le chat, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, qu'on puisse réagir dessus peut-être un peu plus en direct. On a prévu des questions à la fin, mais n'hésitez pas pour que ce soit vivant à poser vos questions, bien entendu. Ah, Cécile, oui. Il y a Cécile qui a levé la main. Oui, non, c'était juste pour dire l'intérêt public majeur. Du coup, j'imagine que c'est la création d'emplois qu'il faut mettre en avant sur les projets de zone d'activité. Bon, là-dessus, nous, ad hoc, s'il y a des cas comme ça dans la région, on peut venir en soutien très modestement, mais je pense que si on arrive à démontrer qu'il y a une vraie pénurie foncière pour l'accueil d'entreprises, qu'il y a beaucoup de projets qu'on a dû rejeter, enfin voilà, c'est quoi selon vous les arguments qui permettent de remporter l'adhésion sur l'intérêt public majeur?
Parce que la difficulté, c'est qu'on n'a pas identifié souvent au préalable les entreprises qui vont s'implanter sur la zone d'activité. Tout à fait. On a la demande passée, mais on ne sait pas encore, vu les calendriers de travaux, qui va s'y implanter, quoi. Alors, malheureusement, l'emploi, ce n'est pas le critère qui va faire forcément que le juge administratif considère qu'il y ait du coup une raison impérative d'intérêt public majeur. Et généralement aussi, quand on parle d'emploi, il va y avoir de l'installation d'entreprises, mais ça peut être aussi à proximité ou plus loin, finalement, des entreprises qui se délocalisent. Donc finalement, on peut aussi avoir parfois une certaine neutralité, on va dire, dans l'effet positif de l'emploi. À un moment, on déshabille Paul pour habiller Jacques. C'est pas que tout le temps de la création d'emplois. Donc, dans certains cas très particuliers, le juge a retenu le sujet de l'emploi, mais très sincèrement, au niveau des décisions, ce n'est pas le sujet qu'il regarde en priorité. Quand le juge, ce qu'on lui demande, c'est pourquoi ce projet est indispensable. Alors, généralement, c'est des situations d'urgence. Je prends par exemple le cas de, je sais pas moi, station d'épuration, ce genre de choses. On va avoir par exemple un vrai impact de rejet dans le milieu naturel qu'il faut traiter de manière urgente. Donc là, le juge regarde par exemple plus ces éléments-là. Et donc par rapport à ce caractère d'urgence, à l'impact qu'il y a sur la biodiversité, le juge va aussi surtout regarder l'ensemble des mesures qui sont mises en face dans la balance. Et s'il considère que les mesures qui sont mises en face, que les surfaces de compensation, la qualité des compensations qui sont proposées, la durée, enfin voilà, tous les critères qu'on va voir ensuite après ne sont pas suffisants, dire bah attendez, là vous avez un projet certes que vous considérez d'intérêt public majeur, c'est peut-être le cas, mais en face, vous ne mettez pas suffisamment de conditions pour préserver la biodiversité et arriver à ce gain net de biodiversité que la loi demande. Voilà. Après, c'est de l'analyse de jurisprudence, donc après nous on n'est pas juriste, n'hésitez pas à regarder les éléments de la DREAL Occitanie si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Ce qui est bien de regarder dans les documents, c'est justement les arguments qui sont soulevés par le juge pour vous donner des pistes pour pouvoir écrire vos dossiers et justifier cet intérêt public majeur. En gros, ça veut dire que ce n'est pas que 2 pages. Ce sujet-là, il faut vraiment le creuser, donner de vrais arguments. Et ce n'est pas une fois qu'on a fait le projet qu'on donne les arguments. C'est vraiment les arguments, il faut les penser à l'amont. Alors, ce n'est pas forcément évident pour vous, puisque généralement, c'est des élus qui vous disent bah, « moi, j'avais envie de créer une zone d'activité économique ». Mais finalement, peut-être aussi le message qu'il faut faire passer, c'est que c'est plus à l'échelle finalement de la création des documents de planification quasiment SCOT, PLU, que cette question se pose. Donc, n'hésitez pas aussi, vous, collectivités, aménageurs, à discuter soit avec vos collègues de la planification ou directement avec vos élus, pour dire, bah, moi, j'ai besoin de justifier cet intérêt public majeur. Et s'il arrive en bout de chaîne, ce sera toujours plus difficile en termes d'argumentation. Ouais. Donc, ce n'est pas une réponse très cadrée, on est sur du droit et de la jurisprudence. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller regarder le site de la DREAL Occitanie, c'est très bien fait, de mémoire c'est dans l'onglet espèces protégées, et je crois qu'il y a analyse de la jurisprudence, mais on pourra vous mettre le lien éventuellement. Oui, ce serait bien. En suivant. Voilà. Merci Pierre. Mais de rien. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le sujet ou si on enchaîne finalement sur une autre question. Sébastien Renaud, oui. Vous avez votre micro qui est coupé, a priori. C'est bon, ça marche? On vous entend. Oui, bonjour. C'était juste pour compléter le propos de Pierre sur l'intérêt public majeur. Je travaille à Nîmes Métropole, donc sur des gros projets de zones d'activité économique. Donc, je pense que vous connaissez certains, Magna Porta. Et ça nous a été confirmé par l'autorité environnementale. C'est d'ailleurs dans le rapport annuel de 2021, dans leur synthèse, l'autorité environnementale du CGEDD. On a fait un cadrage préalable. La création d'emplois, le développement économique, en soi, ne peut pas constituer l'intérêt public majeur. Ils commencent à l'affirmer de manière vraiment explicite. Et dans leur synthèse de 2021, il y a un petit encart donc, sur notre demande de cadrage préalable. On sert un petit peu de contre-exemple pour souligner ce point, quoi. Donc le message même qu'on fait passer en interne, donc j'ai fait passer, c'est étant donné que moi mes projets d'aménagement concernent uniquement des zones d'activité, des parcs technologiques, enfin ça reste de l'activité économique. Si on est confronté au CNPN pour aller chercher une dérogation d'espèces protégées, on n'a pas de réponse sur l'intérêt public majeur. Pour l'instant, sur par exemple Magna Porta,
on creuse. Et effectivement, ce n'est pas un petit document de 2 pages qui va suffire. Il va falloir aller chercher beaucoup plus loin. Donc voilà, c'était juste pour confirmer les propos de Pierre. Voilà, merci. Merci beaucoup, ça donne un exemple. C'est parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si on peut juste penser à baisser la main une fois qu'on l'a levée et qu'on est intervenu. Du coup, merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées, du coup, on va enchaîner sur la suite. Oui. Alors du coup, finalement, quand on parle de mesures compensatoires, parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être encore un peu flou. Alors là, je vous le répète, on ne va pas entrer dans le détail. On va vous donner des clés de lecture. Après, il y a des documents qu'on vous avait notamment listés, je crois, en fin de webinaire 2 de mémoire, ou si ce n'est pas le cas, on le refera, qui vous permettent d'avoir une synthèse et une lecture un peu plus approfondie des sujets. Alors, déjà, on va rappeler finalement les mesures compensatoires, quels sont les objectifs. On en a déjà parlé, mais c'est bien de le rappeler, c'est finalement qu'est-ce qu'on attend d'une mesure compensatoire. Donc, il y a toujours ce schéma-là qui est en tête. Peut-être passer à la suivante, Sébastien, je ne sais pas si les diapos... C'est bon. Donc, l'objectif, on le rappelle, c'est garantir la non-perte nette de biodiversité et tendre vers un gain de biodiversité. C'est ce qui est inscrit dans la loi, c'est ce qui vous sera demandé. Il y a donc comment on fait finalement une mesure compensatoire? C'est partir d'un milieu. Donc vous avez dégradé une zone avec une espèce protégée, mis des mesures d'évitement, de réduction, mais ce n'est pas suffisant. Et par rapport au milieu que vous avez impacté des espèces et leur habitat. Et aussi, c'est l'habitat que vous avez impacté, il était sans doute très fonctionnel, ce qu'on appelle les corridors écologiques, c'est-à-dire que cet habitat entrait en résonance avec une continuité d'autres habitats qui permettait à l'espèce de s'y implanter. Donc par rapport à ça, pour des mesures compensatoires, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'il faut un gain de biodiversité. Pour qu'il y ait un gain, il faut partir d'un milieu qui est écologiquement, on va dire, dégradé pour les espèces visées que vous avez en compensation. Et ce milieu dégradé, il faut le rendre favorable. Donc favorable en qualité sur le site, mais aussi ce qu'on appelle fonctionnel, pour que l'espèce puisse se déplacer aux alentours avec d'autres milieux et qu'elle puisse accomplir l'ensemble de son cycle de vie. Nourriture, reproduction, déplacement, ce genre de choses. Donc, clairement, pour vous donner une image, et là c'est ce qu'on va appeler la notion d'additionnalité, si par exemple vous avez une prairie qui est peut-être un peu haute et que finalement vous la proposez en mesure compensatoire avec, je sais pas moi, du pâturage et que vous la descendez un petit peu, bah, finalement l'additionnalité elle va être assez minime pour des espèces, notamment pour multiplier la présence d'insectes pour des oiseaux. Et donc, il faut plutôt aller chercher des milieux de type friche industrielle, vraiment de milieux qui sont très dégradés et aujourd'hui pas disponibles pour les espèces, pour les rendre favorables à ces espèces-là. Donc ça, c'est hyper important parce que si vous allez notamment sur des milieux naturels peu dégradés, ce genre de choses, en termes de surface compensatoire, on va vous demander un effort beaucoup plus conséquent que sur des milieux s'ils sont vraiment dégradés, où là, bah, de fait, on sait que votre action de renaturation aura un impact beaucoup plus fort en termes de gain et d'additionnalité de biodiversité. Voilà, donc ça, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à nous réinterroger là-dessus si besoin. Concernant le dimensionnement des mesures compensatoires, alors c'est une question qu'on nous pose souvent. On nous dit, mais attendez, en termes d'hectares, combien d'hectares il faut? C'est quoi le ratio? On entend souvent ce terme-là. C'est quoi le ratio compensatoire? Alors, malheureusement, on ne peut pas vous faire une réponse stricte, unique. Ça, c'est pas possible, puisqu'on est sur de la nature. Chaque projet est particulier et aujourd'hui, on n'a pas des méthodes, on va dire une méthode nationale qui vous dit comment faire. En revanche, le ministère s'est penché sur la question il y a moins d'un an et s'est entouré de bureaux d'études naturalistes, d'associations naturalistes et d'experts sur le sujet et a donc mis en œuvre un document que vous pourrez retrouver sur Internet, on vous a mis le lien, qui est ce qu'on appelle une approche standardisée de méthode de dimensionnement de la compensation. Par rapport à ça, c'est plus une sorte de checklist et de process qu'on vous conseille pour que le bureau d'études naturalistes vous propose in fine des mesures compensatoires qui permettent un gain net de biodiversité lié à votre impact sur votre projet. Il y a, juste pour votre information quand même,
3 méthodes de dimensionnement qui sont indiquées dans ce rapport, dans ce document. Il y a une méthode par ratio minimal. Finalement, ça, c'est ce que vous pouvez retrouver dans les SDAG notamment. Donc, vous avez peut-être plus l'habitude de les voir, ces ratios-là. Donc, on est vraiment sur du basique. Par exemple, si il y a 1 hectare de zone humide que vous impactez, on vous dit dans le SDAG qu'il faudra multiplier par 2, donc avoir 2 hectares en compensation. Voilà. Donc là, on est sur du basique. Finalement, pour vous, c'est assez simple. Donc ça, c'est le ratio minimal et c'est souvent utilisé pour la partie zone humide. Il y a tout ce qui est pondération, où là, on va regarder, en fait, finalement, entre le milieu que vous allez impacter, pondérer l'impact de ce milieu, et ensuite, les compensations que vous allez les trouver, avec différents critères aussi, pondérer la capacité, finalement, d'accueil de là où les espèces que vous avez impactées. Donc ça, finalement, c'est plutôt utilisé par pas mal de bureaux d'études, là, cette méthode par pondération. Et ensuite, il y a celle qu'on appelle par écart du milieu. J'aurais un peu plus de mal à vous l'expliquer puisqu'elle concerne, c'est une méthode qui a été développée sur les récifs coralliens qui s'appelle Mercy-Core, mais qui est un peu plus complexe. Donc là, je vous inviterai à regarder le document pour pas voilà, que je vous dire de bêtises non plus par rapport à cette méthode. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que finalement, il y a aujourd'hui des bureaux d'études naturalistes qui utilisent ces méthodes, un document qui permet de standardiser. Et donc, si vous faites accompagner par des professionnels qui utilisent ces méthodes, vous serez sur la bonne voie pour proposer des mesures compensatoires. Un petit bémol à tout ça, et ça, vous ne le retrouverez pas dans le guide, c'est plus une analyse, on va dire quasiment un peu personnelle côté la ARBDT, c'est que on peut avoir, notamment par les méthodes par pondération, il va y avoir 1 hectare on va dire, de surface que vous devez compenser par rapport à l'impact, et parfois par des calculs, parce qu'on considère que la zone de compensation que vous allez proposer, le gain sur cette zone est hyper important, parce que, imaginons, on part d'une zone de friche avec des tas de gravats, et là, vous remettez de la luzerne pour l'outarde campetière. Et bien là, parfois, la méthode de ratio va dire, vous avez détruit 1 hectare, mais finalement, avec 0,5 hectares de compensation, vu ce que vous allez faire, ça va être bon pour l'espèce. Nous, ce qu'on considère, c'est que quand vous faites ce type de dossier, généralement, il est lié à une étude d'impact. Cette étude d'impact doit être transmise au grand public. Et pour nous, aujourd'hui, expliquer qu'on a donc un ratio inférieur à 1 en termes de compensation, c'est quand même très difficile à expliquer pour le grand public. Voilà, donc pour nous, finalement, des ratios inférieurs à 1, c'est difficilement envisageable, en tout cas en termes de proposition de mesures compensatoires. Donc voilà pour les objectifs et le dimensionnement. Et du coup, finalement, là, pareil, une question que vous vous posez souvent, c'est finalement, c'est quoi la durée des mesures compensatoires? Parce que vous avez sans doute vu ou vécu des durées qui sont quand même assez importantes. Et sans doute constater aussi que, alors c'est l'ADREAL, généralement aidé du CNPN et du CSRPN qui fixe ce que, voilà, qui, en fonction de ce que vous proposez, vous dire il faut un peu plus de durée généralement. Ce qu'on constate, alors ce que dit la loi, c'est très très clair, c'est que les mesures compensatoires doivent durer autant de temps que la durée des impacts. Donc si on est dans une théorie pure, l'implantation de bâtiments que vous allez mettre sur vos zones d'activité économique, ils sont là pour une certaine durée, j'imagine 30, 40, 50, 60 ans, une zone d'activité économique, il y en a qui sont là depuis très longtemps. Normalement, les mesures compensatoires doivent avoir lieu sur autant de temps que vit une zone d'activité économique. Donc ça, c'est la théorie. Mais ensuite, dans la pratique, alors là, ce qu'on vous annonce, c'est vraiment ce que l'on voit, c'est pas la vérité vraie, puisqu'à chaque fois, finalement, c'est l'ADREAL, le CSRPN et le CNPN, on y viendra après, qui fixent ces durées. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on était plutôt sur des durées de 30 ans actuellement dans des différents rapports, et on voit un glissement là depuis 1 an ou 2 où finalement les DREAL vont plutôt vous demander des durées de 50 ans. Voilà, donc, et après, il faut le savoir, sur certains projets, on peut avoir des choses qui vont même à plus de 50 ans, 60 ans, 100 ans. Ça arrive sur des gros projets d'aménagement notamment. Donc ça, c'est à bien prendre en compte quand vous faites de la compensation. On est là sur la durée, donc une collectivité n'a pas forcément l'habitude de réfléchir à aussi long terme. Donc ça, il faut aussi que vos élus l'aient bien en tête. Ensuite, une fois qu'on a parlé de durée, il faut qu'on demande sécuriser forcément cette durée, puisque je vous le rappelle, vous êtes responsable de ces mesures compensatoires. Donc le meilleur moyen de sécuriser la mise en œuvre de ces mesures compensatoires sur un temps long qui peut aller jusqu'à 50 ans, c'est de finalement acheter le terrain
Alors, soit vous êtes déjà propriétaire du terrain, soit vous allez acheter ce terrain à un tiers et mettre en place les mesures sur le terrain que vous allez acheter. Donc ça, pour nous, c'est ce qui, d'un point de vue, on va dire, acceptabilité, et le plus intéressant, c'est l'acquisition de terrain. Il y a une deuxième solution qui est permise par la loi, et notamment la loi de 2016. Avant, ce n'était pas le cas. C'est ce qu'on appelle les obligations réelles environnementales, donc avec l'acronyme ORE. Ça, pour votre information, les conservatoires d'espaces naturels sont très en pointe sur ce sujet et signent beaucoup d'obligations réelles environnementales. Ils ont des juristes spécialisés là-dessus. Il y a des webinaires qui ont été faits sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller regarder l'ensemble de ces informations. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation réelle environnementale? C'est un document qui va être rattaché à l'acte notarié, qui, pour un propriétaire privé, vous allez signer ce document avec ce propriétaire, donc il faut qu'il accepte de signer ce document avec vous, et de fixer des conditions pour revoir l'habitat, le gérer dans le temps, pour que les espèces protégées que vous visez puissent s'implanter sur le site. Donc, et il peut y avoir soit alors, une rétribution ou non financière, donc ça, tout est prévu dans la convention. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aller de 0 jusqu'à 99 ans, si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, ça vous permet de remplir ces conditions de 30, 50 ans ou plus. Par rapport à ça, forcément, c'est un peu plus fragile que l'achat de terrain, parce que de fait, même si c'est annexé la convention, annexé à l'acte notarial, qui est un changement de propriétaire, normalement le propriétaire doit toujours vous permettre de mettre en œuvre, on va dire, ces mesures. Maintenant, si demain il refuse pour X ou Y raison, forcément vous arrivez dans du contentieux, c'est plus délicat. Donc, si vous êtes propriétaire du terrain, forcément, c'est plus simple pour vous. Il y a une troisième solution qui est aussi permise par la loi, mais là, on va vous expliquer pourquoi on aurait même quasiment dû la mettre entre guillemets, c'est le conventionnement. Donc là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, notamment pour des gros projets là, du contournement de Montpellier ou autre, c'est ce qu'on appelle le conventionnement. Donc, les maîtres d'ouvrage vont conditionner avec des agriculteurs, généralement sur des périodes de 5 ans, pour proposer des changements de pratiques agricoles qui permettent l'implantation d'espèces. Donc ça va être du changement de couvert végétal, du retard de fauche, ce genre de choses. Là, je parle par exemple d'un cas comme l'outarde campetière. Le seul hic de ça, c'est que finalement, si on prend le cas de... Je suis désolé, je vais prendre le cas de l'outarde campetière parce que je le connais bien. Ce que la recherche, les chercheurs qui ont travaillé sur cette espèce nous disent, c'est que par exemple, une outarde, avant de se rendre compte que l'habitat n'est plus fonctionnel pour elle, il lui faut à peu près 3 ans. Elle a des habitudes, et notamment le mâle va arriver dans une zone, va continuer à chanter, et puis au bout de 3 ans, il va se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas la bonne zone, donc il faut aller sur un terrain plus favorable. Mais ce qui veut dire que déjà, en termes d'efficacité de la mesure, l'espèce a un temps de retard par rapport aux 5 ans, il vous reste plus que 2 ans, et donc finalement, la mesure est fonctionnelle que sur 2 années. Donc sur ce conventionnement, sachant qu'en plus, un agriculteur, au bout de 5 ans, peut dire, finalement, moi, la parcelle que j'avais mis en conventionnement, sur laquelle j'avais des pratiques favorables aux espèces, il peut la changer au bout de 5 ans. Ou il peut aussi tout simplement dire, moi, je ne fais plus de conventionnement, je me retire de ça. Et donc, du coup, en termes de pérennité, on trouve que ce n'est pas forcément tout le temps une bonne réponse. Voilà, donc ça, c'est vraiment à utiliser avec modération. Et très clairement, notamment les DREAL, vous inciteront plus à l'achat de terrain qu'au conventionnement, voire même à l'obligation réelle environnementale. Et en plus, au-delà du turnover, il y a un gros problème avec le conventionnement, c'est ensuite la recherche de nouveaux terrains, qui prend énormément de temps, et du coup est très chronophage. Tout à fait. Et du coup, c'est des coûts supplémentaires en plus. C'est pas évident. Et puis, toute une discussion que vous allez devoir mener avec le monde agricole, qui parfois, d'un point de vue aussi politique, peut mener à quelques tensions. Du coup, une fois que... Alors, imaginons, donc on est toujours sur la protection d'espèces protégées. Vous avez fait vos mesures pendant 30 ans, 50 ans, et finalement, se pose la question du « et après ». Et ça, généralement, dans vos dossiers, vous ne la traitez jamais, ou très peu cette question, parce qu'elle fait toujours un peu peur, on ne sait pas. Et puis, même parfois, dans les élus se disent, au bout de 30 ans ou 50 ans, du coup, je vais peut-être pouvoir me servir de ce terrain pour faire autre chose. Ce qu'il faut dire, c'est que le but du jeu, normalement, c'est qu'il y a des espèces protégées qui se sont installées sur ces terrains que vous avez mis en mesure compensatoire. Donc, si demain, même l'élu veut faire un autre projet, du coup, il devra se remettre dans une logique ERC, voilà. Mais pour éviter ça, il y a quand même 2 solutions. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, nous, les 2 solutions qu'on voit actuellement, c'est soit de céder le terrain ensuite à un gestionnaire d'espace naturel,
type Seine, Conservatoire du littoral, ce type d'organisme. Ou si vous n'avez pas déjà fait une obligation réelle environnementale et acheté des terrains, bah, c'est signer une obligation réelle environnementale à la suite finalement de la durée de vos mesures compensatoires pour pérenniser vraiment vos actions de gestion qui seront favorables aux espèces. Voilà, bon, c'est un peu compliqué tout ça, j'espère que pour vous, vous arrivez à suivre. Mais voilà, en gros, les messages qu'on souhaitait faire passer là sur la durée et la pérennité. On va passer du coup au sujet suivant. Toujours pas de questions de mon côté. D'accord. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas, ça nous permet aussi de reprendre notre souffle et puis de rebondir sur les sujets qu'on évoque. Alors, la grande question, celle qui arrive forcément tout le temps, c'est mais combien ça coûte tout ça? Alors, là, malheureusement, un peu comme sur la durée, on ne va pas pouvoir vous annoncer des coûts à l'hectare très précis, puisque pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'observatoire des coûts de la compensation. Alors, c'est un sujet notamment auquel la RB réfléchit avec l'Adréal et la région là, pour avoir ce type d'observatoire, notamment dans l'Observatoire régional de la biodiversité. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, on n'a pas de suivi, notamment des coûts. Ce qu'on va vous afficher là clairement, ce n'est pas parole d'évangile, c'est ce qu'on peut voir en moyenne, mais franchement, ne vous basez pas sur ces chiffres. Là, c'est vraiment avec le bureau d'études naturalistes et vous, dans le calcul des coûts, qui voudra vous faire votre propre idée de combien ça coûte. Mais en règle générale, ce qu'on peut constater, on est aux alentours de 30 000 euros. Ah, on a vu des choses, je crois, dans les Yvelines à 170 000 euros l'hectare. Donc là, voilà, vous voyez, c'est une fourchette qui est quand même très variable. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est vraiment pas neutre pour vous. C'est-à-dire que le prix du mètre carré que vous allez vendre derrière à vos opérateurs qui vont s'installer sur la zone, c'est pas le même avec ou sans mesure compensatoire. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis une petite alerte sur la gauche de l'écran. C'est-à-dire que l'ensemble de ces coûts, il faut les intégrer en amont dans votre vente de charges foncières. Si vous ne le faites pas, nous, ce qu'on a constaté, si vous le faites après, c'est-à-dire que vous allez avoir un prospect, il va dire, bah, banco, vous êtes mis d'accord sur un montant du mètre carré pour la vente, enfin voilà, des mètres carrés que vous allez lui vendre. Si vous n'avez pas précalculé ces montants-là, vous allez revenir à la charge vers lui en lui disant, bah, finalement, c'est 5 euros, 6 euros, 8 euros de plus. Et ça, généralement, ils n'aiment pas trop et potentiellement, même, ça peut vous faire perdre un prospect. Donc, on vous encourage vraiment à calculer les coûts en amont, à prendre une marge de sécurité généralement au moins de 20% sur ce type de sujet, pour les intégrer dans vos prix de charge foncière. Après, ça peut être un choix aussi, si vous ne l'avez pas intégré en amont, que ce soit pris par la collectivité. Mais bon, ça après, c'est un choix dans les bilans et recettes de vos opérations. Ce qu'on constate, c'est qu'en règle générale, on est entre 1 et 3% du montant des travaux. Ces chiffres ont tendance à évoluer puisque finalement, dans les mesures compensatoires, on a ce qui est affiché dans le dossier et ce qui est fait dans la réalité, où on se rend compte que les opérateurs qui vont vous aider là, pour mettre en place cette compensation ont une tendance, quand ils font les rapports, à sous-évaluer les coûts. Donc, on serait peut-être plutôt entre 3 et 5 du montant des travaux, mais ça, voilà. Je le répète, à vous de le voir au cas par cas. Et finalement, là, quand vous avez des prestataires qui vous aident au moment du calcul des coûts, au moment de l'écriture des dossiers, parce que je rappelle que ces coûts doivent être présents dans les dossiers de dérogation, et si vous avez une étude d'impact, ces coûts doivent être affichés et détaillés. Donc ça, c'est la loi qui vous le demande. Il faut vraiment tout calculer. Donc je vous ai fait proposé une première liste. La prestation pour un opérateur foncier, si vous faites de l'acquisition, l'achat de foncier, les frais notariés, le coût des mesures, achat de matériel, l'installation, l'entretien, puisqu'on est quand même sur la durée. Le pourcentage de révision des prix, ça c'est important parce qu'on voit plein de dossiers qui n'intègrent pas cet élément. Le suivi des mesures par l'écologue et l'écriture des rapports, ça a un coût. L'élaboration et la révision du plan de gestion, parce qu'on va vous demander des plans de gestion pour mettre en place ces mesures compensatoires. Généralement, tous les 5 ans, vous devez réviser votre plan de gestion et prévoir les réunions de suivi, etc., etc. Mais tout ça, il faut bien le calculer en amont pour que vous puissiez quand même déterminer ce coût de mesure compensatoire et voire même vous reposer s'il est hyper important. Parfois, ça pose la question de la réalisation ou non d'une zone d'activité quand vous êtes en création notamment. Voilà, donc c'est pas neutre et ça, entourez-vous d'experts donc
bureaux d'études naturalistes, mais aussi gestionnaires d'espaces naturels qui généralement accompagnent les bureaux d'études naturalistes pour répondre à ces questions-là. Donc voilà pour les coûts. Alors, quelques exemples de mesures compensatoires, il y en a plein. Donc forcément, les mesures dépendent des espèces protégées que vous allez impacter. On vous en a mis quelques-unes. Donc là, vous avez des gîtes à reptiles. Ça peut être de la plantation de haies. Là, l'oiseau que vous avez en bas, c'est le rolier d'Europe. Le changement d'habitat, hein, comme on l'expliquait, donc je prenais le cas par exemple de l'outarde canepetière, ça peut être dans certains cas d'enlever des vignes pour faire de la luzerne ou du foin. Donc là, c'est pas neutre aussi en termes de changement de pratique, notamment agricole sur un territoire. Et ça, il faut le prévoir en amont. Ça peut crisper aussi la profession agricole. Donc là, j'en reviens aussi aux documents de planification, à l'aménagement du territoire, parce que quand vous avez des mesures compensatoires, ça peut aussi changer le modèle économique d'un territoire. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et ça peut être du changement d'habitat, ce qu'on voit aussi pas mal pour notamment plus des oiseaux, pour recréer en fait des mangeoires, hein, pour eux, donc typiquement qu'il y ait plus d'insectes sur certaines zones. On va par exemple aller défricher en garrigue, mettre du pâturage raisonné derrière pour faire revenir, donc créer des milieux ouverts, soit faire revenir aussi des espèces de flore qui peuvent être protégées, ou maximiser la présence d'insectes. Donc là, par des processus, soit d'éco-pâturage, ou ça peut être aussi du défrichage manuel, ce genre de choses. Voilà, bon, ça c'est pour vous donner des exemples. Il y a autant d'exemples que d'espèces. Là, c'est pareil, hein, si un jour on souhaite avoir un observatoire des mesures compensatoires, on espère qu'un jour il y aura un peu un listing des mesures et pour voir en fonction des espèces quelles seraient les plus adaptées. Et toujours avoir en tête que c'est pas parce que vous mettez en place une mesure compensatoire qui est habituelle, qui marche sur un secteur, qu'elle va toujours marcher sur le lieu où vous l'avez prévu. Donc c'est vraiment important d'avoir le suivi de l'expert naturaliste sur la durée. Il y a des rapports de suivi qui vous seront demandés par l'Adréal tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour être sûr que votre mesure marche. Si la mesure que vous mettez en place ne marche pas et qu'on constate que l'espèce protégée que vous avez visée ne vient pas sur le secteur, il faudra soit revoir vos mesures compensatoires sur le même secteur ou retrouver d'autres secteurs et donc étendre votre ratio de mesures compensatoires. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment, c'est pas juste des moyens, il faut vraiment du résultat. Il faut que les espèces protégées que vous impactez soient présentes sur le site. Donc voilà pour les quelques exemples de mesures compensatoires. Alors maintenant, forcément, on l'a dit hein, tout au long, mais c'est bien de le rappeler. Vous, en tant que maître d'ouvrage, vous êtes responsable des mesures compensatoires et des mesures en général, E, R, A et C s'il y a des mesures C. Vous êtes responsable de ces mesures sur toute la durée, du coup, notamment mesures compensatoires, donc vous êtes responsable sur 30, 50 ans, 100 ans. Donc, pour ça, il faut transmettre des rapports, comme je le disais, de suivi à l'Adréal. Le pas de temps, généralement, est fixé dans le cadre des rapports que vous allez produire avec l'expert naturaliste. La révision des plans de gestion, généralement tous les 5 ans. Et, ce que je disais, la mise en œuvre de mesures correctives éventuelles. Tout ça, vous allez le fournir et il y aura un échange continu avec les services de l'État et de l'Adréal notamment. Ça peut être aussi les DDT hein, qui vous accompagnent sur place. Pourquoi pas de temps en temps l'OFB aussi est sollicité. Et par rapport à ça, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il peut y avoir des contrôles. Alors, contrôle à la fois administratif ou judiciaire par la police de l'environnement. Pour la partie plus judiciaire, alors bon, ça fait un peu peur, mais c'est bien quand même de le dire, puisqu'on a eu quand même des cas avec des enquêtes de gendarmerie où des maîtres d'ouvrage, donc des directeurs de service et des élus se sont retrouvés pour des interrogatoires côté police et gendarmerie. Les risques encourus, ils ont notablement augmenté lié à la loi de 2016. Donc la loi sur alors la loi, j'ai plus exactement le titre de la loi, mais en tout cas la loi 2016 sur toute la partie espèces et biodiversité. Ce qu'il faut dire quand vous allez impacter donc un habitat d'espèces protégées, que vous ne mettez pas en place les mesures, enfin quoi que c'est passible de 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Et s'il y a une constatation d'infraction, le procureur notamment peut s'autosaisir ou via les services de police de l'environnement peut interdire l'activité. Il y a des possibilités d'appel ou autres qui sont faisables, mais je crois que c'est dans les 20 jours, quelque chose comme ça. Il peut vous dire d'arrêter le chantier, de tout arrêter. Voilà. Il peut s'autosaisir du sujet.
Dans le cas de Natura 2000, la méconnaissance, si vous faites un projet et que finalement vous ne saviez pas que vous étiez en zone Natura 2000, c'est 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et si vous avez eu un impact sur les espèces d'habitat, de flore ou les espèces de faune qui ont permis en fait de classer cette zone en Natura 2000, là c'est 1 an d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Donc là, l'idée, c'est pas vraiment de vous faire peur, mais voilà, c'est aussi de connaître les risques encourus en cas de non-respect. Et vu que vous devez respecter aussi tout ça sur la durée, c'est important quand même de l'avoir en tête et de vous dire qu'on a eu quand même des cas là-dessus. Maintenant, on ne peut pas trop vous détailler le sujet parce que, voilà, on n'est pas juriste. Il y aurait peut-être beaucoup plus de choses à dire là-dessus et de manière beaucoup plus précise. Mais là, on vous renvoie sur d'autres documents ou peut-être aussi vous renseigner auprès de l'Office français de la biodiversité et de l'ADREAL sur ces sujets. Donc voilà, une fois qu'on a parlé des risques, donc tout ça en fait c'était pour vous expliquer en gros ce qu'est une mesure compensatoire, comment on doit la suivre, quelle durée, le coût, ce genre de choses. Donc ça c'était le cadre général, mais de fait si vous avez des mesures compensatoires, donc je ne vous parle pas du dossier d'incidence Natura 2000 puisque finalement il va reprendre un peu les mêmes éléments que du dossier de dérogation pour destruction d'espèces protégées, donc vous devez faire un dossier qui s'appelle le dossier de dérogation pour destruction d'espèces protégées. Alors, vous avez sans doute entendu le terme parfois dossier CNPN, je crois que c'est Sébastien notamment qui a évoqué ça aussi tout à l'heure. Bon voilà, ça généralement aussi, on parle de dossier CNPN, mais finalement c'est la même chose. Les deux dossiers sont les mêmes. Donc, par rapport à ça, la loi précise bien ce qui doit être contenu dans un dossier. On ne va pas vous faire la liste, ça vous le retrouvez, et le bureau d'études qui vous accompagne, de toute façon, a l'habitude de mettre en place ces dossiers de dérogation. Il y a notamment des formulaires CERFA qui doivent être signés, qui vous engagent sur la mise en œuvre des mesures, ce genre de choses. Alors, là, on va plus vous présenter, finalement, une fois que ce dossier est fait. Donc, dans ce dossier, vous allez avoir les mesures d'évitement, de réduction, d'accompagnement, les mesures compensatoires que vous allez mettre en place, où vous allez les mettre en place, avec qui. Si vous faites de l'acquisition de terrain, il faut les promesses de vente ou les promesses d'achat. En gros, il faut que tout soit ficelé et là, vous déposez votre dossier. Donc, si, par exemple, vous avez une autorisation environnementale, il faut que l'ensemble de ces éléments soient déposés au même moment où vous allez déposer le dossier d'autorisation environnementale, avec le dossier loi sur l'eau et l'étude d'impact, notamment si vous avez ce genre de choses en plus. Une fois que ce dossier est fait, donc là, j'ai repris le terme dossier CNPN, donc vous allez produire le dossier. Ensuite, c'est la DREAL, vous allez transmettre ce dossier à la DREAL qui va en faire sa propre analyse. Donc l'instructeur qui va suivre le dossier, ou l'instructrice, va du coup lire le dossier et émettre, on va dire, son propre avis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la DREAL, c'est elle qui émet un avis sur votre dossier. Donc vous avez tout intérêt à être, on va dire, en accord avec la DREAL sur ce que vous allez proposer. Puisque vous allez voir après, finalement, c'est la DREAL qui est responsable de vos dossiers auprès des instances régionales et nationales, et c'est elle, finalement, qui va considérer que ce dossier peut valoir dérogation. Donc, elle se met vraiment en risque quand elle propose un dossier. Bon, après, c'est son travail. Elle vous représente, finalement. Donc, vous avez tout intérêt à bien vous entendre avec la DREAL, en gros, et à produire des documents qui correspondent à leurs attentes. Donc, l'instructeur va lire votre dossier. Il va du coup produire ce qu'on appelle, plutôt un avis technique en interne. Et cet avis technique, il va le transmettre soit au CSRPN ou au CNPN. Alors le CSRPN, c'est le Comité scientifique régional du patrimoine naturel ou de protection de la nature, je ne sais plus. Et le CNPN, c'est Commission nationale de la protection de la nature. Donc, comme vous l'aurez compris, il y a un échelon régional et un échelon national. Il y a une loi récente qui a dit, en fait, il y a une liste d'espèces protégées. Si vous avez, qui est édité au niveau national, c'est l'arrêté du 6 janvier 2020, s'il y a une des espèces protégées que vous impactez qui génère des mesures compensatoires, qui est présente dans cette liste, dans ce cas, ce sera instruit par le CNPN. Le CNPN, il se réunit tous les 1 mois, 2 mois, c'est au siège du ministère de l'Environnement, donc à la Défense à Paris. Il y a des commissions, et là, c'est l'ADREAL qui présente vos dossiers devant une quarantaine d'experts qui, eux, vont juger
et rendre un avis par rapport à ce que la DREAL va présenter. Généralement, vous avez assez peu la parole en tant que maître d'ouvrage, vous devez être présent avec votre bureau d'études, mais c'est vraiment la DREAL qui présente le dossier. Donc ça, c'est dans le cas du national. Au niveau du régional, l'avis va être transmis donc, au conseil scientifique régional, qui lui aussi va émettre un avis. Donc là, voilà, et cet avis vous sera retransmis, donc c'est la 4e étape, et vous serez, par rapport à ces avis, soit national ou régional, vous devrez produire un mémoire en réponse par rapport à cet avis. Donc, imaginons, je ne sais pas, moi, ils vous disent le CNPN, le CSRPN, bah, finalement, vous aviez prévu des mesures compensatoires sur 20 ans. Nous, on considère qu'il faudrait plutôt 25 ans. Et vous avez prévu 20 hectares de compensation, mais au vu de ce que vous proposez, franchement, il en faudrait plutôt 30. Donc ça, par rapport aux mémoires en réponse, bah, c'est à vous de juger si vous retenez l'ensemble des éléments qui sont transmis par le CSRPN ou le CNPN. Ce qu'on vous conseille quand même, c'est plutôt de suivre leurs avis, parce que derrière, voilà, cet avis est quand même consultable, et s'il y a du contentieux, de fait, bah, après, les juges ou les avocats peuvent s'appuyer sur ce type de document. Une fois que vous avez fait ce mémoire en réponse, éventuellement actualiser vos mesures par rapport à ces demandes complémentaires. Eh bien, tout simplement, il y a un arrêté préfectoral qui est signé vraiment du préfet, qui reprend l'ensemble des mesures que vous allez rediscuter, notamment avec l'instructeur ou l'instructrice réelle. Et l'arrêté préfectoral donne une autorisation éventuellement avec réserve. Donc ça, il peut reprendre les éléments du CNPN ou du CSRPN. Ou, cas là qui est plus problématique pour vous, ce serait un refus d'autorisation. Là, si vous avez refus d'autorisation, bah, vous avez compris qu'il faut tout revoir. Ouais. Donc voilà pour le process. Et ensuite, alors, plus vous détaillez, mais ça, je vais aller rapidement, puisque vous allez le faire avec le bureau d'études, c'est comment on présente une mesure compensatoire dans le dossier de dérogation. Donc, généralement, il y a des fiches, ce qu'on appelle des fiches mesures, en fonction des espèces qui vont nécessiter compensation. Et vous allez devoir décrire l'ensemble des éléments là, qui sont présentés sur votre écran. Et ensuite définir un plan de gestion. Je vous laisse lire, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, c'est quand même assez normé. Et n'hésitez pas à pousser votre bureau d'études pour qu'il vous propose des mesures qui soient facilement contrôlables. Vous êtes sûr qu'il y a du résultat dessus, parce que vous vous engagez là-dessus. Donc, n'hésitez pas à pousser votre bureau d'études pour être sûr qu'il vous propose des mesures qui soient vraiment adaptées et des chiffrages aussi qui soient les plus précis possibles pour que vous puissiez du coup intégrer ça dans votre charge foncière. Ce qu'il faut absolument retenir, ce n'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, quand vous faisiez le rapport, enfin, les maîtres d'ouvrage faisaient le rapport, disaient oui, bah alors, moi j'ai vu Madame Untel, Monsieur Untel, l'agriculteur ou le propriétaire foncier, il est prêt à me vendre le terrain, il n'y a aucun souci. Donc il y avait juste une carte avec la zone cadastrale de la zone compensatoire ou du terrain compensatoire. Le gros problème avec ça, c'est que le temps que le dossier passe, vous savez que c'est des procédures qui sont longues, parfois il y a la personne qui avait dit OK 8 mois avant ou 1 an avant, finalement n'est plus d'accord ensuite. Et donc du coup, vous n'arrivez plus à trouver de mesures compensatoires. En tout cas, le terrain, il faut retrouver d'autres terrains. Ça, la DREAL maintenant dit stop. Elle ne veut plus de ces engagements qui finalement étaient assez light. Donc maintenant, c'est ce que je vous disais, elle veut des promesses d'achat, des promesses de vente, signées de l'ensemble des parties. S'il y a du conventionnement, c'est des conventions tripartites signées avec les coûts, ce genre de choses. Donc il faut un engagement ferme au moment où vous déposez votre dossier. Elle n'acceptera plus, Adréal, d'engagement, juste de dire c'est telle parcelle, zone cadastrale, et voilà ce qu'on va faire dessus. Donc ça, c'est très très important pour vous parce que généralement, cette sécurisation du foncier, elle prend du temps. Et ça, il faut bien l'anticiper dans vos plannings. Voilà, et à la fin, parce qu'on a beaucoup parlé, et voilà, il va falloir quand même laisser le temps à vos questions. Excusez-moi, j'ai une petite coupure de mon côté. Donc là, voilà, c'était vraiment insister sur les points pour nous essentiels qu'il faut vraiment retenir. C'est que déjà, les mesures compensatoires doivent être aussi effectives avant le démarrage des travaux. Ce qui veut dire qu'avant le premier coup de pelle, vous devez normalement déjà avoir mis en place les mesures sur les terrains compensatoires que vous avez visés. Donc ça, c'est théorique. Généralement, il y a un petit glissement, mais ça devient de plus en plus important. Ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'au niveau on va dire du partie environnementale, là, les juges commencent à bien regarder si les mesures sont réellement faites ou pas et dans les temps. Donc ça peut devenir un sujet d'avenir.
La durée des mesures est équivalente à celle de l'impact du projet. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et bien évidemment, vous êtes responsable des mesures compensatoires sur toute la durée des mesures, donc 30, 50, voire plus. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop long. Et bon, il y avait beaucoup d'éléments, mais n'hésitez pas à nous poser des questions ou partager aussi vos expériences, le cas échéant. Alors, de mon côté, toujours pas de questions dans le chat, donc on laisse la parole en direct. Alors, tout est limpide sur les mesures compensatoires. Est-ce que vous avez des craintes, des réticences? Vous dites, oui, ce que vous nous avez présenté, c'est de la théorie, mais il y a des cas particuliers où on en rencontrait ci ou ça. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous faites déjà appel à des collègues comme le suivi et autres activités? Est-ce que ça peut donner? Est-ce que vous avez pu mettre en lien, ce qu'on a parlé de ça, mais il y a aussi la possibilité des fois de valoriser ce type d'action, notamment pour les collectivités, dans des sorties nature, des animations X ou Y. Est-ce que c'est des choses que vous faites sur votre territoire? Cécile, tu as peut-être une ou deux questions, si jamais. On peut lancer comme ça. Mais tu n'en as peut-être pas. Je veux pas. On n'a pas le son social. Tu n'as pas ton micro ouvert. Pardon. Non, moi, c'était plutôt sur l'intérêt public. La question que j'avais posée tout à l'heure, ce qui m'a surpris, c'est que moi, j'étais vraiment partie sur une dimension emploi et je pensais qu'on pouvait vraiment argumenter ce côté-là. Donc, tu vois, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui, plutôt négatif d'ailleurs. Non, après, j'espère que les EPCI qui sont porteurs de projets ne sont pas trop déprimés non plus, parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de contraintes et qu'aujourd'hui, tous les projets sont très compliqués et très longs de ce fait-là. Et le message, effectivement, qui est sous-jacent, effectivement, hein, ce n'était pas forcément très positif, là, ce qu'on a présenté notamment sur les mesures compensatoires, mais vous comprenez bien que quand on est sur de la mesure compensatoire, c'est vraiment le dernier recours. Donc, pour nous, on n'incite pas à le faire. Donc, c'est aussi pour ça que le message derrière n'est pas forcément tout le temps très positif. Après, ce qu'il faut bien faire comprendre derrière, c'est que vous héritez, vous, de zones qui ont été décidées généralement en amont au moment des documents de planification. Alors, on ne dit pas que c'est simple pour vous, mais vu que vous êtes dans des collectivités, n'hésitez pas à faire passer le message. C'est aussi au moment où il y a les documents de planification qui sont en réflexion ou en révision que ce type de message sur l'intérêt public majeur, sur les solutions alternatives de moindre impact, et donc sur la connaissance des enjeux qui vont être ouverts à l'urbanisation, d'où le lien avec les outils Bioccitanie et autres, c'est très important de connaître de manière finalement assez fine et détaillée les enjeux naturalistes qui sont présents sur des zones ouvertes à l'urbanisation, parce que finalement, vous, en tant que développeur de zones d'activité économique ou aménageur avec qui vous allez travailler type SEM ou SPL, vous êtes au bout de la chaîne. Et parfois, on vous propose un terrain qui était sans doute pas le bon et ça peut poser des problèmes. Donc, n'hésitez pas quand même à discuter de ça avec vos élus, vos directions, pour aussi expliquer l'enjeu qui a bien pensé l'ouverture des zones au niveau de la planification. Ça ne va pas beaucoup vous aider ce qu'on vous dit là, mais voilà, c'est plus des messages à faire passer pour le futur. bon, après, s'il y a vraiment pas d'autres questions ou réactions, juste déjà vous remercier pour cette présentation. Alors, je suis désolée, j'ai eu un bug sur l'enregistrement au début de la réunion. Ça ne marchait pas, j'arrivais pas à le lancer, donc il va manquer sur le replay les 20 premières minutes. Par contre, on aura quand même la présentation, le PDF que vous avez présenté qui sera envoyé à tous et on aura quand même la majeure partie de la réunion qui sera disponible en replay. Donc voilà, je suis désolée de ce bug. Maintenant, il faut juste que je me trompe pas sur l'envoi de l'enregistrement. On va envoyer aussi aux personnes présentes un petit questionnaire. Ce serait bien que vous preniez 2 minutes pour le remplir. On va essayer de le faire en ligne cette fois et pas forcément par un document Word pour nous dire ce que vous avez pensé du webinaire. Et voilà, ça nous donne toujours aussi des pistes d'amélioration ou peut-être d'autres sujets qu'on pourrait évoquer par la suite. Vous dire enfin qu'on a peut-être prévu à la rentrée de faire une petite session webinaire, alors plus courte, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, pour vous présenter l'Operco, qui est l'opérateur régional de compensation et qui peut être un des outils qui peut vous accompagner. Je sais que certaines des personnes présentes travaillent déjà avec eux parmi les EPCI, notamment sur des projets d'extension de OZ, et ils viendront peut-être vous présenter leur offre de service. Voilà, une date qui reste à définir à la rentrée. Et peut-être un
petit complément, vous indiquez aussi qu'il y a la communauté régionale éviter, réduire, compenser, la CRERCO, qui est co-pilotée donc, par la région et par la DREAL, et du coup l'ARB aussi associée notamment à l'animation. C'est une communauté qui va un peu plus se relancer là en 2023, où tous ces sujets là de l'ERC seront abordés. Donc voilà, quand elle sera un peu plus active, normalement début d'année, je pense qu'on pourra peut-être revenir vers Cécile, enfin voilà, pour vous indiquer comment vous pouvez rejoindre cette communauté. Vous pouvez d'ores et déjà, de toute façon, vous inscrire en tant qu'acteur de la communauté pour voir les actualités sur l'ERC, ce genre de choses, sur le site internet de la CRERCO. Donc si vous tapez CRERCO sur internet, normalement, vous tombez dessus. N'hésitez pas à vous renseigner, enfin voilà, à vous inscrire dans l'annuaire. Nous, ça nous permet d'avoir vos contacts et ensuite revenir vers vous pour vous expliquer ce qui va se passer avec cette communauté. Et d'autant plus important que si vous inscrivez, on va lancer un questionnaire durant l'été qui sera valable jusqu'à la fin septembre. Et l'idée, c'est un peu d'avoir le retour des attentes des acteurs de la CRERCO sur ce qu'ils souhaitent voir en termes d'ateliers, d'information, d'outils qui pourront être développés durant 2023 et par la suite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et comme ça, vous aurez le questionnaire qui vous sera envoyé et vous pourrez répondre. Ok. Bon, bah, merci à tous pour cette présentation. Merci à toutes les personnes présentes. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et on vous envoie rapidement le lien vers la vidéo et la présentation.